Chères enseignantes, chers enseignants, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va parler dans le cadre de module de évaluation des apprentissages mathématiques. Et je vous rappelle, dans un premier mouvement, on a parlé de la question de comment penser l'évaluation. Et dans cette séquence, on va creuser un peu plus sur le plan académique de l'évaluation. Et je vais vous parler de 3 séries de remarques, à savoir l'émergence historique sur l'évaluation des apprentissages, et puis dans un deuxième moment, qu'est-ce que c'est que l'évaluation, et enfin, l'évaluation et les apprentissages, ou bien l'évaluation et l'apprentissage de façon plus générale. Alors, en ce qui concerne l'émergence historique sur l'évaluation des apprentissages, vous savez que les changements des économies des pays, le progrès réalisé dans les secteurs technologiques, tout cela a contribué que l'évaluation dans les systèmes éducatifs, d'où la nécessité de former de futurs travailleurs compétents dans des secteurs d'activité demandant une formation de haut niveau, avec la conviction que la force d'un pays ou bien d'une société se mesure à la valeur de son capital humain. Et donc, la nécessité de former une main-d'œuvre de qualité va de pair avec une évaluation de qualité permettant de certifier l'acquisition de telle ou telle compétence dans tel ou tel secteur d'activité. Alors, en ce qui nous concerne dans le domaine de l'éducation, le développement de l'évaluation en tant que science s'adapte au contexte de la pratique de l'évaluation, avec notamment les études de Bloom en 1956. Benjamin Bloom, c'est un psychologue spécialisé en pédagogie, un psychologue américain. Alors, le développement toujours plus important depuis les années 50 de la docimologie. Alors, pour une définition de la docimologie, c'est une science qui a étudié les différents moyens de contrôle de la connaissance. Alors, cette discipline qui porte sur l'étude des instruments et des méthodes de mesure et d'évaluation en éducation, ainsi grâce à la modernisation des méthodes d'enseignement et aux nombreuses avancées effectuées dans les domaines de la décimologie et de la psychométrie. La psychométrie, c'est l'ensemble des techniques de mesure de pratique en psychologie. Alors, cette évaluation des apprentissages est clairement définie, réglementée et contrôlée dans les systèmes éducatifs. Alors, la plupart des pays ont adopté des pratiques d'évaluation préconisées par les autorités scolaires. Les synthèses des travaux de la communauté scientifique, par exemple de l'Association pour le développement des méthodologies d'évaluation en éducation, l'ADME, montre une multiplication des objets d'étude, une diversification des problématiques et la coexistence d'orientations théoriques différentes, un approfondissement des méthodologies de l'évaluation, une diversité des approches de recherche et des conclusions. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment avoir une définition claire, unique, linéaire de l'évaluation. Il y a des points de vue qui convergent, qui divergent de temps en temps, et je vais vous mettre au courant de la chose. Je suis un membre de cette association et je viens de recevoir il y a quelques moments un avis de contribution à une participation pour un numéro spécial. On va le voir tout de suite. Voilà. Et voilà. Donc, regardez. Vous pouvez voir. Alors, chers membres de l'ADME, c'est l'association en question, vous trouvez ci-joint un appel à contribution par un numéro spécial de la revue intitulé « Évaluer en temps de pandémie ». Alors, voilà donc le thème, bien la thématique de ce numéro spécial. Donc, c'est l'évaluation en temps de pandémie. Donc, c'est une question que je pose à votre réflexion. Donc, comment peut-on évaluer en ces moments? Vous pouvez s'apercevoir que ce n'est pas vraiment une chose qui est facile. On peut bien parler de beaucoup de choses
qui sont les outils qu'on va prendre, surtout avec l'hétérogénéité d'un certain nombre d'élèves, avec le manque de moyens d'enseignement à distance pour les uns et les autres. Et on peut bien penser principe d'équité pour tous les élèves. Donc, beaucoup d'enjeux qui mettent vraiment ce problème de l'évaluation en ces moments de pandémie très difficile. Donc, voilà donc pour cette première série de remarques qui concerne l'émergence historique sur l'évaluation des apprentissages. Donc, en gros, pour avoir une société bien développée, on a besoin d'un capital humain compétent. Et donc, dire un capital humain compétent, ça veut dire qu'il doit y avoir une évaluation qui va nous permettre de mesurer ces compétences. Et donc, il y a des sciences qui s'intéressent à ce point, par exemple la docimologie, la psychométrie, et bien évidemment, comme on a vu pour l'ADME, l'association pour le développement des méthodologies d'évaluation en éducation, ça montre que jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment tranché sur cette question d'évaluation. Certes, il y a des méthodes qui sont efficaces, d'autres plus efficaces également, mais il y a toujours cet approfondissement des méthodologies et il y a également cette diversité des approches de recherche et des conclusions. Voilà donc pour ce premier point, pour résumer ce premier point. Pour le deuxième point, toujours dans les cadres un peu académiques, qu'est-ce que l'évaluation? Alors, comme on a dit, il n'y a pas vraiment une définition standard, une définition axiomatique, mais il y a des définitions selon des auteurs. Alors, des chercheurs aussi en éducation. Alors, je vais faire un tour autour de 5 ou 6 auteurs en éducation. Chacun va définir l'évaluation, mais vous pouvez en déduire qu'il y a toujours une convergence entre ces définitions. Alors, pour la définition qu'adopte Cross et Bon, ils ont retenu 5 actions sociales dans la pratique de l'évaluation. Donc, évaluation selon ces auteurs repose sur une comparaison entre les résultats attendus et les résultats requis. Évaluer repose sur un jugement de valeur. Évaluer joue de l'influence sur autrui. Évaluer repose un dispositif méthodologique. Évaluer est une construction de sens pour fournir une signification. Alors, d'après ces 5 actions, je vais donner des exemples ou bien éclairer les. Alors, pour la première, évaluer repose sur une comparaison entre des résultats attendus et les résultats requis. En ce qui nous concerne, dans le cadre mathématique, on peut, par exemple, l'affaire, elle est vraiment très directe. On a une résolution, une question qui se pose autour de la résolution d'une équation, par exemple le second degré, alors la comparaison est assez immédiate, les solutions sont claires, donc ils sont bien sûr standards et fixes et axiomatiques, et donc le résultat trouvé par l'apprenant, on va le comparer avec le résultat correct. Et donc, cette comparaison va nous permettre de dire est-ce que c'est oui, est-ce que l'objectif est atteint ou pas. Alors, évaluer pour la deuxième action repose sur un jugement de valeur. Alors, pour cette question de jugement de valeur, lors d'une rédaction, il y a toujours l'enseignant qui va nous donner son jugement. Par exemple, certes que les mathématiques reposent sur la démonstration, mais en tant qu'enseignant, on peut bien être attiré par une belle démonstration ou encore entre parenthèses, une rédaction qui est mauvaise. Et donc, l'enseignant doit fournir un jugement de valeur. Pour la troisième action, évaluer joue de l'influence sur autrui. Oui, effectivement, l'influence sur autrui
parce que parfois, on fait un barème, mais par rapport à l'ensemble des élèves. C'est-à-dire, on doit comparer un apprenant par rapport aux autres. C'est-à-dire, je peux prendre une décision sur une question qui me paraît bien facile, mais après avoir présenté un ensemble des apprenants et les mettre en compétition, en rivalité, je peux changer mon avis et dire attention, la question que j'ai posée, elle est vraiment difficile. Pour la troisième action, évaluer repose sur un dispositif méthodologique. Pour ce point, bien évidemment, on ne peut pas se contenter de dire à l'élève est-ce que tu as compris oui ou non. Donc, non, on ne peut pas vraiment se contenter de sa réponse orale, de sa réponse verbale, mais on doit penser à un dispositif et faire confronter l'apprenant avec ce dispositif. Et comme on a dit l'autre séance dans le module de la didactique, on va faire le mort et laisser l'apprenant face à l'apprentissage. Et puis, à partir de cette situation didactique, ou bien ce dispositif, passer à l'évaluation. Et enfin, évaluer, c'est une construction de sens pour fournir une signification. Alors, cette remarque de construction de sens, elle est vraiment très, très importante. C'est l'une d'ailleurs des finalités de l'action didactique. C'est-à-dire, parfois, c'est pas vraiment important que l'apprenant acquis un dispositif ou bien un outil pour résoudre une équation, mais la construction de sens, elle est plus importante. La construction de sens, elle est plus importante. Je donne l'exemple, par exemple, des nombres. Alors, dire les nombres naturels, puis passer aux nombres relatifs, puis passer aux nombres décimaux et puis passer au nombre rationnel et enfin au nombre réel et par la suite au nombre complexe. Alors, si on développe pour le cheminement de développement du nombre dans l'aspect de construction de sens, vraiment c'est plus important que de dire, d'annoncer comme ça les définitions des nombres selon les ensembles, c'est-à-dire dire que les nombres décimaux s'écrivent sous la forme 1 sur 10 à la puissance n, ou bien en général dire directement qu'un nombre complexe et s'écrit sous la forme A plus BI, c'est un nombre complexe. Alors, mais passer par exemple à une approche historique pour montrer, pour pousser les apprenants pour les convaincre d'accepter l'existence de tels nombres. Par exemple, x carré plus 1 égale à 0, c'est une équation algébrique, mais n'admet pas de solution dans R, mais elle admet une solution dans C, ainsi de suite. Voilà donc une petite approche pour introduire les nombres. Alors, on passe à un autre chercheur, de Quetel, qui définit cette fois-ci l'évaluation des apprentissages comme étant une mesure, une appréciation à l'aide de critères, l'atteinte de l'objectif ou du degré de proximité d'une production par rapport à une norme. Il explique sa définition en citant les opérations, le processus d'évaluation. Alors voilà la définition un peu claire pour Duquestel. Évaluer signifie recueillir un ensemble d'informations suffisamment pertinentes, valides et fiables, et examiner le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères adéquats aux objectifs fixés au départ ou ajustés au cours de route en vue de prendre une décision. Alors, pour cette définition de Duquestel, on peut dire que c'est une collecte d'informations. Et on peut collecter ces informations, par exemple, dans l'évaluation dans son aspect formation, à partir des devoirs, par exemple, des devoirs surveillés en classe, on peut avoir ces informations, ou bien lors des examens certificatifs pour prendre une décision, est-ce que cet élève a compris ou bien accompli sa mission, est-ce qu'elle est compétente, est-ce qu'elle a pu acquérir cette compétence, ou bien est-ce qu'elle a validé en gros l'ensemble des compétences ciblées pour un cycle pour passer à un autre cycle, ou bien pour passer d'une année à une autre.
Pour AGI, sa définition de l'évaluation reprend sur ces actions sociales en partant de la comparaison sur deux fondamentaux, le référé et le référent. Alors voilà les mots-clés pour AGI, c'est le référé et le référent. Évaluer, c'est mettre en relation des éléments issus d'un observable au référé et un référent pour produire de l'information éclairante sur l'observable afin de prendre des décisions. Alors, pour nous, on peut même parler de référentiel. Référentiel, c'est-à-dire c'est un ensemble d'instructions, un ensemble de points, un ensemble de capacités, un ensemble de compétences. Et on propose des dispositifs qui sont des examens, en gros, et voir la validité de ces points par l'apprenant pour prendre une décision, c'est-à-dire par exemple pour dire que cet apprenant pourrait passer au niveau suivant. Pour une troisième définition de Prader et Musial et Tricot, évaluer, c'est alors situer un acte par rapport à une référence. C'est plus précisément juger de la différence entre cet acte et cette référence. L'acte peut être une activité, une performance, une production d'élèves. Ainsi, l'idée est généralement acceptée et que cet acte est un indice de connaissance, de compétence. L'exercice qui débute par ce qui est observable, c'est-à-dire l'acte, la performance, le comportement, permet de vérifier la connaissance ou la compétence. Donc, c'est en gros la même chose. C'est situer un acte par rapport à une référence et puis passer de apprendre à prononcer une valeur de jugement, donc dire que l'apprenant a bien acquis cette compétence. Pour la quatrième définition, Scriven, l'évaluation doit être un moyen de formation de l'élève et non plus un moyen d'information à destination multiple. L'évaluation, selon cet auteur, est avant tout un moyen qui permet au maître de juger l'efficacité de ces moyens mis en œuvre pour la réalisation des objectifs. C'est pourquoi la fonction essentielle d'un objectif opérationnel et la planification de certaines situations d'apprentissage qui aident autant l'élève dans son apprentissage et son auto-évaluation que le professeur dans son enseignement et son évaluation. Alors pour cet auteur, il zoome sur ce qu'on peut dire l'évaluation formative, c'est-à-dire sur le contenu à choisir pour passer à l'acte de l'évaluation. C'est-à-dire on ne peut pas prendre n'importe quel exercice, quelle situation, proposer à l'apprenant et puis avoir pour passer à noter sa production. C'est-à-dire il faut bien choisir du point de vue didactique la situation qui va nous permettre de vraiment avoir un jugement qui est pertinent. Et donc, l'objectif, c'est comme on a comparé avec l'université, c'est pas l'essentiel d'avoir une prestation sur l'apprenant, mais de s'assurer est-ce que vraiment l'apprenant a compris quelque chose, est-ce qu'il a passé à la construction de sens, est-ce qu'il a pu avoir quelque chose pour sa formation. Ça, c'est plus important pour cet auteur que de donner une note ou bien avoir pour prendre une décision à ce sujet. Pour l'auteur suivant, alors Cardinet, il a identifié 5 finalités principales de fait que, selon lui, les définitions de l'évaluation scolaire renvoient souvent aux finalités. Alors, la première, c'est améliorer les décisions relatives à l'apprentissage de chaque élève. Le deuxième, informer sur sa progression, l'enfant et ses parents, décerner les certificats nécessaires à l'élève et à la société, améliorer la qualité de l'enseignement en général. Alors, je vais relire ces 4 finalités. Améliorer les décisions relatives à l'apprentissage de chaque élève.
Donc, l'évaluation dans ce sens nous permet vraiment de penser d'autres moyens qui vont ou bien d'autres dispositifs qui vont nous permettre euh, d'avoir un enseignant ou bien un apprentissage de qualité. C'est pourquoi vous voyez, par exemple, le changement des manuels scolaires pendant un moment, c'est-à-dire qu'on a expérimenté, qu'on a travaillé avec un ensemble de dispositifs et à force de faire l'évaluation, on a pensé qu'il y a des lacunes, des obstacles ou bien des remédiations qui peuvent être, qui s'imposent ou bien qui imposent la nécessité de les changer, par exemple. Pour la deuxième finalité, informer sur sa progression l'enfant et ses parents. Alors, oui, on travaille dans une société, on travaille en tant que professeur dans des classes, mais attention, on est dans un système social et donc il y a des parents de l'autre côté, en dehors de l'école, qui attendent et qui aspirent toujours à voir quelque chose de leurs enfants. Et donc, l'évaluation nous permet vraiment de donner une idée aux parents, d'une part, sur le processus de l'évolution de leurs enfants et aussi à l'élève de se situer, de se comparer par rapport à l'ensemble du groupe de sa classe. Et puis, on a la troisième finalité, décerner les certificats nécessaires à l'élève et à la société. Oui, parce que à chaque cycle de formation nous donne, la société attend de chaque cycle de formation que le diplômé pourrait acquérir un ensemble de compétences. Et donc, vu que la société s'attend toujours à avoir des travailleurs de haut niveau, donc c'est nécessaire d'avoir des certificats qui donnent une idée à la société là où ils vont mettre le bon élément dans le bon secteur d'activité. Et ça, c'est important. Donc, d'où, par exemple, on voit pour l'accès aux grandes écoles, ce ne sont pas les mêmes critères pour l'accès à des instituts, par exemple, techniques, et ainsi de suite. Et enfin, améliorer la qualité de l'enseignement en général. Oui, parce que cette question de qualité est une question qui s'impose tous les temps. Hein. Comme on a évoqué dans une vidéo, c'est que tout le monde cible la qualité, mais vraiment, on ne peut pas parler d'un système éducatif qui a réussi la qualité.